le loup-garou, mythe ou réalité? Certains chercheurs affirment qu'il existe entre 10 millions d'espèces ou 1000 milliards d'espèces animales encore non répertoriées. C'est-à-dire que certains sont d'ordre microscopique, invisibles à l'œil nu, d'autres sont des insectes de petite taille, comme les abeilles, les fourmis. Mais après, il y a aussi énormément d'animaux qui sont beaucoup plus gros, comme la taille d'un chat ou d'un chien, et même, dans certains cas un petit peu plus rares et plus spécifiques, il y a aussi les animaux de plus grande taille. Tout ça, juste en prenant en compte les mammifères terrestres. Parce qu'il y a aussi, bien sûr, tout un écosystème et toute une vie marine dans les océans. Il faut quand même savoir que l'être humain, actuellement, connaît plus de choses sur les étoiles, la Lune et Mars que sur les fonds marins. C'est quand même ça à se poser des questions. Il y a énormément de forêts et de zones non habitables dans lesquelles la vie animale n'a pas cessé. Les animaux évoluent depuis des millions d'années. Et alors, le loup-garou, est en fait tout simplement un animal préhistorique qui a évolué au fur et à mesure des siècles et des millions d'années. C'est un animal nocturne qui vit dans des zones reculées et il est tout à fait possible que le loup-garou existe, et je dirais même plus loin. C'est tout à fait possible qu'il existerait des animaux peut-être encore plus spectaculaires, plus grands, plus forts que le loup-garou. Je dirais que le loup-garou, c'est une des possibilités. Il doit forcément y avoir d'autres espèces animales et sous-marines. Sans compter la dynamique de tous les animaux qui sont aériens. Donc vraiment, tout ce qui est par rapport aux oiseaux, aux hiboux, aux rapaces, il y a forcément aussi des zones et des régions avec des espèces inconnues qui ont des couleurs particulières. Certains scientifiques disent et affirment même que la majorité de ces animaux ne seront jamais découverts de leur vivant. La plupart seront découverts uniquement après leur extinction. Et ça, peut-être des années, voire des dizaines d'années, voire des siècles plus tard. Tout comme on a découvert les dinosaures des millions d'années après. La majorité des animaux, tout comme le loup-garou, sont extrêmement discrets. Ce sont des animaux nocturnes, ils sont très rares. Il est probablement en voie d'extinction déjà, et ceci explique cela. Il n'y a rien qui prouve que le loup-garou existe, mais il n'y a rien qui prouve que le loup-garou n'existe pas. Comme je l'ai dit, il y a forcément des animaux terrestres inconnus de très grande taille, tout comme des animaux marins inconnus, et bien sûr, des animaux aériens inconnus. C'est mathématique, c'est obligé. Dans 10 minutes, il va faire tout noir. Je viens de trouver un ultime paramètre pour essayer d'avoir l'image la plus claire possible. Et c'est parti. Alors pour cette aventure, quand c'est la nuit, j'ai des protections supplémentaires. Et au niveau des jambes aussi, comme on peut voir. Mon pantalon de chasseur. Après, on a un manche à balai avec accroché un couteau pour faire comme une lance. Pendant la nuit, j'ai aussi un autre accessoire, un sifflet extrêmement puissant qui émet des sortes d'ultrasons. Donc dans ma théorie, ça devrait soit énerver les animaux, soit les faire fuir.
Ce sera une théorie à vérifier sur le terrain. Voilà l'image sans l'effet. Pour ce soir, je vais rester dans une plaine et j'ai accès à la forêt des 4 côtés avec donc l'avantage c'est de pouvoir courir plus ou moins et d'avoir une meilleure portée au niveau de la lumière. Ça c'est le résultat que l'on aura pendant toutes mes chasses nocturnes et j'en ai encore une à la main. Voilà. Dans la vraie vie, elle éclaire quand même assez bien au niveau de la caméra. J'ai aucune idée de savoir si c'est bien ou pas. Ma caméra, elle me permet d'avoir plusieurs modes pour filmer pendant la nuit. Là, ce que vous voyez, c'est le mode infrarouge. Donc, comme il y a encore un peu de lumière, ça va. Mais dès qu'il va faire complètement noir, par moment, je vais basculer vers d'autres modes. Mais la nuit, c'est extrêmement compliqué de filmer. C'est vraiment très difficile. Plus ou moins, on va dire, à 20 mètres de moi, il y a une sorte de campement. C'est chiant d'avoir la lumière dans la gueule. Il y a un genre de campement et à la caméra là tel quel on le voit pas trop. Si j'utilise celle-là, on le voit à peine et si je fais ça, on le voit peut-être un peu mieux. Et c'est déjà très difficile. Alors que je suis vraiment que à 20 mètres. Et peut-être un peu moins. Comme ça, on la voit vraiment bien. Comme on peut entendre par derrière, je suis en train un peu de me chier dessus. Donc je vais aller au campement et je vais me planquer comme un campeur. Et je vais pas bouger, je vais juste observer. Faudrait essayer en journée pour voir si c'est solide. Là, j'ai pas trop le... Là, j'ai pas trop envie. Il commence à faire vraiment très froid. Là, sans la lumière, avec la lumière, la plus petite, la moyenne, la plus forte. Pendant les scènes de nuit, je vais surtout me planquer comme un campeur et dans différents endroits et tout simplement filmer, enregistrer les sons et profiter un petit peu du plein air, quoi. C'est un petit peu près ça mon idée, quoi. Le premier truc qui me choque vraiment, c'est que la lune elle éclaire vraiment mais vraiment très bien et là elle est juste à moitié remplie. On n'est pas encore un soir de pleine lune et ça éclaire déjà très bien. Je vois à peine plus loin que ce que la caméra voit. Là vous êtes vraiment à 100% avec moi en immersion. De jour, on ne sait pas où regarder, mais la nuit, en fait, c'est encore plus terrifiant parce qu'on ne voit rien. C'est tellement noir, c'est super sombre. Regardez ce que je vois.
Il est historien et spécialiste du loup, Thomas Pfeiffer. Bienvenue. Merci de m'avoir invité, bonsoir. Voilà. Qui a peur du grand méchant loup? C'est la question qu'on peut se poser. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'il est officiellement de retour, mais plutôt très près de nos habitations. Ils ont été photographiés. Regardez ces photos. C'était dans la vallée de la Bruche, sur Ranrupt et sur Belmont. Ça, c'est un cliché donc à Ranrupt. Étonnant qu'ils se soient rapprochés. Au XVIIIe siècle, les loups étaient très présents dans l'Hexagone. On les trouvait sur à peu près 90% du territoire. Mais entre 1764 et 1767, une série d'attaques sur des enfants en Haute-Auvergne et dans le Gévaudan déclenche une véritable crise. Et il y a de quoi. En 3 ans, on dénombre 115 victimes et 53 blessés. Elles seraient toutes le fait d'un seul loup, que l'on surnomme alors la bête du Gévaudan. La presse s'empare alors de l'affaire et un système de primes est mis en place par le roi pour capturer la bête. Après plusieurs semaines de traque, un loup finit par être abattu. Mais c'est trop tard. La psychose s'est installée et tous les loups sont traqués. Résultat, petit à petit, entre le XVIIIe siècle et 1930, le loup disparaît totalement de l'Hexagone. Et ça, jusqu'en 1992. Hier encore à Amiens, 2 chiens qui ont agressé un enfant, 40 000 morts chaque année dans le monde c'est... liés aux chiens. Le loup, c'est 1 à 10 grand maximum et c'est dans des cas très précis, dans des rares réfections d'espace comme en Inde, au Canada, c'est vraiment au compte-gouttes, donc c'est rentré rare. Je rappelle 200 000 morts liés aux moustiques chaque année dans le monde aussi. Quoi. Oui, c'est sûr. Alors certains disent que les forêts ne sont pas du tout adaptées aux loups, c'est qu'à l'époque, au 19e siècle, elles étaient adaptées. Aujourd'hui, tout est tellement concentré, c'est compliqué. Les forêts sont totalement adaptées au retour du loup. Elles sont biodiversifiées, pleines de gibier, et le loup, lui, s'adapte très très bien. C'est plutôt l'homme qui a du mal à s'adapter au retour du loup. Je n'ai jamais cru vraiment au phénomène du loup-garou, mais j'ai toujours été curieux de me dire que quelque part, il pourrait y avoir des créatures, des animaux non répertoriés, comme le Yeti, le monstre du Loch Ness, certains dinosaures, ou les sirènes, mais sans pour autant parler du côté folklore magique, ésotérique, mais vraiment, j'ai toujours capté que si ils existaient, ce seraient forcément des animaux, et donc des espèces non répertoriées. Donc on parlerait bien de cryptides, et pas de démons, de monstres ou de choses qui viennent de portails magiques ou d'extraterrestres. Non, il s'agit vraiment concrètement d'animaux faits de chair et de sang. Sur YouTube, il y a énormément de personnes qui racontent des conneries, qui veulent juste faire le buzz, et ils envoient vraiment beaucoup de messages néfastes qui sont faux. C'est vraiment des ordures en fait, et la majorité le sont. Mais ça fait 10 ans que je suis un youtubeur particulièrement. J'ai regardé absolument tout son contenu et je dois dire que c'est le seul youtubeur que je connais qui lui n'est pas une ordure. C'est vraiment quelqu'un de bien. C'est une personne incroyable, un artiste très talentueux. Il a un parcours de vie plus que exceptionnel. Il a écrit des livres, il a réalisé plusieurs films, des longs métrages, il a plusieurs chaînes YouTube, il touche à tout, il fait de la théologie, il a un parcours de vie spirituel absolument épique. Et c'est vraiment... si tous les youtubeurs pouvaient être comme lui, YouTube, ce serait pas une poubelle. YouTube, ce serait vraiment un endroit où on se sent bien, où on peut s'exprimer pleinement, où on découvre des choses. Bien sûr, là, je parle de Morgan Priest. Ça fait depuis plus de 20 ans qu'il étudie le phénomène du loup-garou. Et c'est pour ça, en fait, que je réalise ce film. J'ai découvert le phénomène du loup-garou grâce à Morgan Priest, avec son travail sur Loup-garou France.
Voilà, il est minuit 18. Tu me passes le katana, quelle heure il est? Minuit 18. Enfin 19, ouais, c'est juste de Ah oui, ça change. Puis moi le katana, enlève le fourreau s'il te plaît. Putain, on est déjà Parce que j'ai qu'une main. C'est un truc de... Ouais, elle t'en passe vite. Ouais, attends, excuse-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, j'ai vu un truc. Passe-moi la LED, Ramène la LED, je vois rien. File-moi la LED, putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Et Fred, il y a quelque chose. Putain, c'est le truc que j'ai vu. Viens là, Fred, viens. C'est toi qui as le katana, reste avec nous. T'as vu ça? Eh, David, viens. Là, faut pas se séparer, là, on fait pas... Faut faire le con. C'est quoi ce machin? Putain... C'est sur le site loup-garou-france.fr ou sur la chaîne Loup-garou France. Donc vous pouvez retrouver ça. Je vais donc pas me répéter. Je vais juste parler un petit peu de ce que j'ai vécu avec David lors de ce reportage-là. Je vous avoue que j'y suis donc retourné une seule fois, du moins à l'intérieur. Je suis repassé plusieurs fois aux abords, mais jamais à l'intérieur, du côté des marécages. Ça a été un énième choc pour nous. Je ne veux plus y aller. Et je ne veux plus, en tout cas pour l'instant. Bien sûr, quand on voit ça en vidéo, c'est une chose. Quand on le vit, ça n'a rien à voir. Donc, certains pourront comprendre, d'autres resteront limités, comme d'habitude, puisque c'est toujours facile de dire « mais on veut voir un loup-garou, on veut voir des images, etc. » Ces gens-là ne se rendent pas compte une seconde de la difficulté du concept, du projet. Je crois que les images qui ont été rapportées, autant sur le plan visuel qu'auditif, est quand même extraordinaire. Je pèse mes mots, et choquant, surtout pour ceux qui le vivent. Ceux qui sont derrière leur ordinateur vivent des émotions, mais je vous garantis que ce n'est pas l'ombre du quart de ce qu'on peut vivre sur le terrain. Je me sens observé, putain, je me sens pas bien. Il y a quelque chose dans le coin, c'est obligé. Putain. Putain. Je sais pas si vous voyez. Attendez. J'ai vu des yeux rouges. J'ai vu des yeux rouges. Regardez ça. Putain. C'est quoi ça? C'est pas un chevreuil. Je vois un œil derrière l'arbre là.
Il me regarde. Putain, je vois sa main. Je vois sa main. Il me regarde. Je vois sa main. Je vois sa main sur l'arbre. Putain. Putain. Il bouge pas. Il bouge pas, il fait rien. Putain, on a des images. De ouf, regardez ça. Qu'est-ce qu'il fout? Il cligne des yeux, on voit qu'il cligne des yeux. Putain, c'est un truc de ouf. Il est caché derrière l'arbre. On a des images incroyables, les gars. Incroyables. C'est un truc de ouf. Voilà, encore une fois, s'il y a des personnes qui peuvent faire mieux et qui ont de super conseils à me donner, vraiment, je vous invite à aller sur le terrain, peu importe. Vous savez, des loups-garous, il y en a partout en France. Des témoignages, il y en a partout en France. Et bien sûr, à l'étranger, mais en tout cas, il y en a partout en France. Alors, prenez votre matos. Avant de continuer l'aventure ensemble, j'ai vraiment envie de vous faire découvrir l'immensité de l'endroit dans lequel je suis. Il y a plus ou moins entre 5 à 10 montagnes aux alentours. Il y a beaucoup de champs, il y a une grosse rivière et énormément de petits chemins par-ci par-là. Le territoire à couvrir tout seul est absolument trop grand, c'est impossible. Juste la zone que j'ai filmée là depuis 2 jours, vous allez voir, c'est gigantesque. On pourrait être une centaine de chercheurs avec des caméras, du matériel bien plus performant que le mien et faire ça jour et nuit avec des roulements, ceci et cela et des meilleures caméras, que l'endroit est tellement grand, tellement vaste. C'est très naturel, il y a beaucoup d'animaux, beaucoup de vie. On ne peut pas avoir les yeux partout. C'est vraiment très très grand. En bas, avec le doigt, c'est la route. Et moi, je suis monté. Là, je vais devoir changer les paramètres un petit peu.
Vous voyez, il est où mon doigt? Ok. Vous voyez le rocher qui est là, ici. J'étais exactement là. Et je pouvais voir l'antenne qui est ici. Là, c'est l'antenne 5G. Et moi, j'étais juste ici, là où il y a mon doigt. Ce qui équivaut voilà. Ah, si on pouvait tracer une ligne, je vais tracer une ligne au niveau du montage. Pratiquement, d'un certain point de vue, on peut dire c'est le sommet. On va dire, j'étais monté à 95%, quoi. J'étais vraiment très très haut. Par rapport à la voiture, là, on a une comparaison. C'est une montagne de, à mon avis, 350 mètres, sans aucun problème. Donc là, vous comprenez que là, je suis juste entré dans la forêt et il y a déjà une centaine d'endroits cherchés. Est-ce que je pourrais aller dans n'importe laquelle des directions? C'est absolument gigantesque. Par là, on a une montagne. Par là, une autre montagne. Tout droit, c'est le chemin c'est entre les deux montagnes. Le problème numéro 1 de la forêt, c'est qu'il y a vraiment beaucoup trop de détails cachés ici et là. Et donc, même quand c'est le jour, avec le soleil, on voit pas tout. Il y a énormément de cachettes. Il pourrait y avoir n'importe quoi caché n'importe où. C'est vraiment très compliqué à percevoir l'immensité et la situation de la chose, quoi. C'est très très compliqué. Il faut vraiment être sur le terrain pour comprendre à quel point c'est compliqué et à quel point la forêt, c'est juste la zone où je suis, c'est immense. C'est vraiment, si vous avez envie de tester l'aventure, c'est vraiment très très compliqué. Là, je viens de trouver des empreintes qui sont assez bizarres. On dirait un pied, mais pas vraiment. Et c'est très très profond. Donc ici, il pleut beaucoup. Donc c'est possible d'avoir des empreintes pareilles quand il y a de la boue. C'est quand même assez particulier. Je vais faire des photos. Et ça continue jusque là. Et j'imagine en été, c'est des arbres fruitiers avec des pommes ou des machins. C'est assez particulier, c'est très bizarre. La grandeur de ce truc-là. Honnêtement, à la caméra, ça donne rien du tout. Mais c'est vraiment extrêmement grand. C'est la taille d'un building. C'est la taille d'un mini gratte-ciel. C'est vraiment immense. Je viens juste de trouver des nouvelles empreintes. Alors, celles qui sont devant moi, c'est clairement un sanglier, mais qui a l'air d'être énorme. Vraiment très très gros. Mais par contre, il y a des fois des empreintes qui sont très très grosses. Et on dirait comme un pied. Mais c'est comme les empreintes de l'autre jour, enfin de hier quoi. Sauf que c'est pas un pied. Parce que pourquoi quelqu'un viendrait ici? C'est très bizarre. C'est vraiment vraiment très très bizarre. Vous allez voir ça. Moi je découvre les empreintes. Et donc oui, effectivement, le fait qu'il y ait une rivière, c'est logique que les animaux viennent boire l'eau de la rivière
ou faire des choses avec, ou je sais pas quoi. Là, on voit une première empreinte. Il y en a un peu partout. Hein. Et celle-ci, c'est celle que j'aime le plus, parce qu'on voit vraiment les sabots fondus. Ouais. C'est chaud à montrer. Voilà. Alors c'est pas parfait, mais on voit très clairement les deux fentes des deux sabots. Et vu l'épaisseur du trou, ça doit être un très très gros sanglier. On voit très clairement les deux sabots. Mais moi, ce qui m'impressionne vraiment, c'est ce genre de traces-là. Parce qu'elles sont encore plus profondes. Et on voit très bien, c'est pas la... ça n'a aucun rapport avec un sanglier, quoi. Comme quoi, c'est des petits détails, mais je trouve ça super mignon, très intéressant. Et là, tout près de la rivière, il y a encore deux traces, presque comme un pied. C'est beaucoup plus gros qu'un sanglier, mais on voit très clairement que c'est pas ça. Et le champ, il est tellement grand que... si c'est un loup-garou, il peut théoriquement faire des bonds de 5 mètres. Donc va trouver son empreinte dans tout ce bordel. En tout cas, il y en a une ici et une tout près du lac, sans compter celle que j'ai trouvée l'autre jour. Donc effectivement, il y a des animaux qui vivent ici. C'est absolu, quoi. C'est absolument vrai. Et pour passer de là jusque là, on est sur un saut, ouais, un saut, mais genre ultra balèze. Parce que là où je me trouve, il y a une petite empreinte, mais enfin, je vois pas trop comment techniquement on pourrait faire une empreinte pareille. Et c'est pas un sanglier qui saute 5 mètres comme ça. Il a peut-être pris un petit appui là où je suis, mais après il a sauté, quoi. Même moi, j'ai du mal à descendre. Parce que c'est de la boue partout, donc moi je galère en fait. C'est chaud pour moi de descendre là. Elles sont énormes. On dirait vraiment comme des pieds, quoi, mais c'est pas vraiment des pieds. À la fois c'est plus petit, c'est plus gros. C'est très particulier. Et il y en a encore une juste là-bas. Et on ne se rend pas très compte, hein, mais c'est assez profond. Là, on voit très clairement le petit, c'est un bébé sanglier. Et puis après, on a ces machins-là. Genre, ça n'a aucun rapport. Vous voyez? Le bébé sanglier. Et puis, des grosses pattes. Très très grosses.
vous allez voir un petit peu à quel point c'est sombre. Je vais éteindre une de mes lampes. Là, c'est juste... Là, c'est juste avec le flash de ma caméra. Avec l'autre lampe. Je viens de rentrer dans la forêt et comme vous venez de voir, l'image, même si c'est la nuit, elle est d'une qualité exceptionnelle. J'ai vraiment réussi à trouver le bon paramètre au niveau du montage et le bon réglage par rapport à ma caméra. J'ai amélioré mon arme et j'ai fait en sorte que les lumières soient accrochées, une à mon trépied, et je tiens mon trépied à la main comme un steadicam, c'est beaucoup plus pratique, et ma deuxième lampe est accrochée directement à mon arme, qui est vraiment, j'ai rajouté une longueur, donc c'est vraiment comme une lance. J'ai rajouté un gros couteau de cuisine, je l'ai fixé, j'ai mis une lampe, premier manche, deuxième manche, j'ai une plus grosse allonge, vous voyez, c'est beaucoup plus gros, et mes lumières elles sont vraiment bien plus performantes. À l'image, vous voyez vraiment ce que moi je vois. C'est vraiment une immersion à la troisième personne. Je suis dans le chemin principal. On vient de faire ensemble le petit coin de forêt, ici. Là, c'est l'allée principale qui s'enfonce. C'est des kilomètres et des kilomètres de forêt. Là, je suis dans un des chemins de la forêt. C'est l'endroit d'où on vient. Et juste là, juste ici en dessous, c'est là où il y a l'eau et où je vous ai montré la longueur de mon arme. Vu comme ça, je sais que ça n'a pas l'air très exceptionnel, mais je peux vous assurer que ne serait-ce que passer une seule heure, une seule, dans la forêt, dans des petits chemins, tout ça, c'est déjà quelque chose.
C'est vraiment une expérience incroyable. Et ça dépend des endroits et des moments. Parce que des fois, je n'enregistre pas, mais il y a des bruits. On ne peut pas toujours avoir la caméra allumée avec soi. C'est pas possible. Pour aujourd'hui, c'est bon. Ici, c'est la deuxième zone que j'ai envie de couvrir. Et comme vous venez de voir, c'est vraiment très beau. Là, je viens d'arriver dans une zone. Derrière moi, c'est un magasin de menuiserie, bricolage. Finalement, après beaucoup de marches et après le petit moment de détente à la balançoire, deux chemins avec encore une fois deux montagnes. Et je vais découvrir ça là tout de suite. Pour ce qui est de la montagne qui est à ma gauche, c'est absolument infranchissable. C'est vraiment un truc de fou, je vais vous montrer ça. Et pour ce qui est du côté à droite, ça pourrait se tenter. Je sais pas trop si on voit, mais c'est comme si la surface, à certains endroits, comme là, c'était recouvert de béton et que c'était cassé et que par-dessus on avait mis des sortes de pierres bleues. Je sais pas vraiment si on arrive à voir ça, il y a beaucoup de soleil et en dessous il y a comme du sable. C'est très très bizarre, mais du coup ouais, c'est le truc qui peut se casser, c'est des petites pierres donc ça glisse, c'est impossible à monter. Ici c'est le début de la deuxième montagne. Celle-ci elle a l'air d'être relativement praticable. C'est juste une mini montagne, mais après on rejoint une route qui sépare avec la deuxième montagne. Enfin, de là d'où j'ai pris. Moi je pensais que c'était vraiment le début de la montagne. En fait, c'est, on va dire, c'est l'amuse-bouche. Parce que la vraie montagne, elle commence de l'autre côté. Il faudrait déjà une grosse équipe technique pour comprendre mon déplacement. Donc voilà, c'est genre 100 mètres de montée, mais c'est pas vraiment la montagne officielle. Celle qui est officielle, c'est celle-là. Et on voit c'est un petit peu plus balèze. C'est encore plus sauvage et ça monte très très haut. Cette deuxième zone-ci, je vais pas pouvoir venir du tout, parce que c'est vraiment bien plus loin de chez moi. C'est bien plus compliqué. Il y a encore plus de
encore plus de montées difficiles. Il n'y a pas vraiment de forêt plus ou moins plat. Il n'y a pas trop de randonnée, c'est vraiment que du hors-piste, mais c'est... Là, on est vraiment sur un truc plus violent. Donc je vais rester sur la zone 1. Et j'ai déjà beaucoup à faire. J'ai pas fait tous les chemins encore. Tout seul, honnêtement, c'est pas possible. Il y a trop de choses partout. Et là, c'est vraiment des chemins qui sont chauds, quoi. C'est une chauve-souris. J'ai juste à... Je me suis éloigné un petit peu de l'arbre. J'ai l'impression d'avoir rêvé. C'est vraiment un truc de fou. Il faut que je parte d'ici. Putain. Un petit peu. Je sais même pas si l'image, on a vu ce que j'ai vu, ce que je viens de voir. Il faut que je m'arrête. J'ai vraiment un truc là, c'était pas normal cette lumière. Je vais m'arrêter là. Il faut un moment pour respirer. Ici, le jour, c'est vraiment une partie de plaisir. Et la nuit, c'est pas amusant.
quoi ce truc là? Putain. Il est passé où? Ici, l'aventurier de l'extrême, et aujourd'hui, on continue l'aventure. Plus on s'enfonce dans la forêt, et plus on sent une sorte de présence. On ne sait pas où regarder. Il y a tellement d'arbres partout. Vous avez vu comme c'est facile de se cacher derrière un, voire plusieurs arbres. Alors il ne faut pas imaginer les animaux et bien sûr le loup-garou qui n'aurait aucune difficulté à trouver 1 million de cachettes de jour comme de nuit. Il faut vraiment être sur le terrain pour comprendre la sensation, l'immensité, vraiment se sentir tout petit et pas savoir où regarder en fait. Dans une forêt, hein, en tant qu'être humain, je pense qu'on est vraiment en territoire inconnu. Et c'est vraiment une sensation très particulière. C'est impossible à décrire à la caméra. C'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre. Là, ce que vous voyez à la caméra, c'est des épines qui sont vraiment balèzes. Et le problème, c'est que dans la forêt, il y en a partout. Donc même moi, avec mes gants, l'épine, elle traverse. Ça traverse le pantalon, ça perce vraiment. Donc, il faut vraiment faire attention à tous les détails, tout le temps. Vous voyez, c'est très très acéré. Je vais essayer de faire un zoom. Avec un chemin pareil, si jamais réellement quelque chose vient m'attaquer, c'est presque impossible à courir, à éviter. Vous voyez, il y a des arbres partout, le sol il est pas droit, il y a de la mousse, il y a des trucs qui piquent. Et là il fait jour. Il fait jour et on comprend déjà que c'est un petit peu angoissant parce que si quelque chose et là, je peux pas courir en fait, c'est pas possible. Humainement parlant, on n'est pas, l'être humain il n'est pas du tout adapté à ce type d'environnement-là. C'est très très compliqué. Là-bas, au fond, on dirait qu'il y a comme une sorte de trou. Peut-être que c'est une grotte ou je sais pas quoi. Donc je vais aller voir. On est vraiment sur un chemin hors piste. Donc je vais quand même mettre la caméra en bas pour que vous compreniez un petit peu, plus ou moins, la difficulté pour ne serait-ce qu'aller tout en haut. C'est parti.
la caméra, on comprend pas trop, hein. En fait, on galère beaucoup. C'est chaud, quoi. Je suis désolé, mais je vais devoir te casser. Alors, comme je l'ai monté une première fois, j'ai mis mes pieds un peu partout, mais il y a quand même des zones un petit peu. La caméra, je sais pas si on voit, ça ressemblerait à des genres d'empreintes assez grosses. Et bon, du fait que j'ai marché partout, on les voit plus. Et ici, c'est là. On voit c'est vraiment un peu entassé. J'entends comme un bruit. Les derniers mètres, je suis obligé de faire comme ça. C'est vraiment une grosse montée. C'est compliqué. L'aventurier de l'extrême. L'aventurier de l'extrême vient de glisser. C'est, on dirait, un peu comme un sable mouvant. Ça glisse, mais de fou. C'est... Là, je viens bien de me casser la gueule. Hein. Et au final, tout ça pour un trou où il n'y a absolument rien. Vous voyez, il n'y a rien du tout. Dans une situation comme celle-là, dès qu'il y a un arbre, je me mets dessus et j'attends un peu et après je continue la descente. Et cette montée-ci, elle est vraiment très compliquée. Après quelques heures de marche, je peux mettre ça et je peux m'asseoir dessus. Et me reposer en paix. Ce soir, c'est la pleine lune et on va bien s'amuser.
Dès que c'est la nuit, les oiseaux ils arrêtent de crier. Et le moins de bruit, on l'entend direct. On le capte mais vraiment tout de suite quoi. Et ça même si c'est très loin. Je suis obligé de déposer ma lance quelques instants pour refaire le zoom. C'est quoi ça? Putain, c'est les mêmes yeux. C'est les mêmes yeux rouges que l'autre jour. C'est un truc de fou. Vous avez vu ça? Et en plus, il y a des sangliers. Putain. Des yeux rouges et il y a des sangliers. Quelle soirée de merde. Ils doivent être vraiment tout près. Dans cette forêt, il n'y a peut-être pas beaucoup de loups-garous, mais je peux vous assurer qu'il y a énormément de sangliers. Tous les soirs, j'entends des bruits de sangliers. Et là, ils étaient relativement proches. C'est quoi ça? Il y a quelque chose qui est là. J'ai aucune idée de savoir si j'ai réussi à filmer ça. C'est vraiment très proche. Je vais rallumer l'autre lampe. Avec les dernières croisons. Oh non. Non. J'ai entendu ça. Ah putain. C'est pas vrai. Ah putain. Faut partir d'ici. Ça devrait ça. On dirait qu'il me suit. Il y a comme des bruits de pas. C'est un truc de fou. Ah
Ah putain, je me sens pas bien. Putain, les bruits se rapprochent. Merde. Merde. Il est juste derrière moi, fais chier. Putain. Merde. Je viens bien de me casser la gueule plusieurs fois. C'est vraiment intense. Je suis super essoufflé. J'ai mon cœur qui va. Je me suis réfugié dans la forêt. Juste à côté. Presque à la sortie. Voilà. Ah putain. Ah. Il faut que je retrouve la sortie. La sortie elle est pas très loin, mais comme ça c'est vraiment le bordel en haut. Je vois à peine pour me déplacer, mais je sais pas où je suis. Oh putain. Oh. Je vais pas mentir, mais franchement j'ai cru que j'allais crever quoi. Fais chier. Cet endroit il est joli. Je vais m'arrêter un peu. On est dans cette aventure ensemble jusqu'au bout. C'est la putain de jungle. Putain, passer. Faut que je me fasse un chemin. Déjà ici, le jour. Le jour, c'est pas évident, mais la nuit, c'est vraiment horrible. Il faut que je retrouve le repère avec l'eau, et après je saurai que c'est à droite. Tant que je l'ai pas trouvé, je suis perdu quoi. J'ai peur.
batterie avec la caméra. Oh, putain. Je crois qu'il est en train de me suivre encore. Ou alors j'ai rêvé, je sais pas, je crois que je suis en train de devenir fou. Ah oui, oui, oh putain, ah oui, ah. Oui, ah. Je viens de trouver leur père, le point d'eau. Ah non, je dois juste aller à droite. Je vais pouvoir sortir de cet enfer. Oh oui. Là maintenant c'est tout droit. C'est encore un peu un chemin compliqué. Putain, c'est de la merde, ça coupe rien du tout. Normalement je dois aller par là, exactement. Sinon je vais encore être perdu. Je vois la sortie. C'est pas la meilleure, mais... Ça me ronge dans la gueule. Je sais pas si il y a moyen de sortir par là. Putain. Ça. C'est coupé. Voilà. Il est là. Ça va pas couper. Je descends. Oh putain, je me suis pris le pied dans une liane. Ah, j'ai failli me casser la gueule encore. Ah, j'en peux plus. Je commence vraiment à stresser, à me dire que j'allais plus avoir de batterie que pour sortir. Là, je suis à 1 kilomètre de ma maison, dans des routes qui longent la forêt. On se retrouve ensemble pour la conclusion de cette incroyable aventure. Tout d'abord, je tiens à préciser que tout ce que vous avez vu dans ce film est la réalité et que si vous avez envie de chasser les loups-garous dans la ville de Bringues, je vais mettre un lien en dessous de la vidéo et vous pouvez télécharger toutes les preuves, les photos et les vidéos ainsi que la localisation exacte de mon aventure. Je voudrais revenir sur le détail de la qualité exceptionnelle que j'ai réussi à avoir, et ça même lors des scènes de nuit. Ici, c'est une capture d'écran du mode scène, mode bougie. Alors je ne l'ai pas trop utilisé parce qu'il y a quand même beaucoup de pixels. Ensuite, lumière du jour, en sachant bien sûr que au niveau du logiciel de montage, je retravaille l'image pour avoir un rendu plus clair
et avec vraiment une touche de vert, parce que j'aime beaucoup l'effet. Vision nocturne, c'est ce que je pense que c'est ce que Morgan Priest utilise, parce que c'est assez proche de son rendu photo. Alors je l'ai essayé pas mal de fois, mais finalement j'ai réussi à trouver mieux. Ça c'est le mode que j'ai utilisé finalement pour presque toutes mes aventures. C'est le mode scène, mode soleil, et au niveau du montage, j'ai vraiment partagé l'information. Alors là le gain je l'ai poussé un peu trop, mais souvent ça dépendait. Et on a vraiment une image très nette, très lisse, avec toujours ce petit côté pixel la nuit, mais beaucoup diminué. Et ça fait une couleur assez chaude aussi, le jour, c'est vraiment sympa. Sans ce mode soleil, j'aurais simplement pas pu produire le film. Il faut savoir qu'il m'a fallu 3 semaines pour trouver ce réglage et ce paramètre-là, très précis. J'ai fait beaucoup d'essais, bien plus que ce que j'ai montré dans mon film. C'est vraiment, c'est une aventure de 1 mois, sans compter 2 mois de préparation et des centaines d'essais. On se rend pas trop compte, mais ça a vraiment été pour moi une aventure exceptionnelle. Donc la ville de Bringues, elle se situe ici, en Occitanie, dans le Lot. Ça, c'est quelque chose que j'ai eu l'idée de faire. Ça m'a pris un petit temps. Et en fait, c'est simplement montrer toutes les empreintes des animaux de la forêt. Alors, ils sont pas tous là. On prend pas non plus les insectes. On prend pas. Il manque des animaux. Je suis sûr qu'il doit forcément y en manquer. Et je trouve ça très intéressant. Et à ma grande surprise, certaines des empreintes que j'ai filmées, moi je pensais que c'était un sanglier, mais certaines des empreintes, en fait, c'est un chevreuil ou alors un cerf. Parce que le sanglier, il a des petits crochets ici en plus des sabots fendus. Donc c'est un peu différent. Et on voit l'empreinte du loup et du renard. Ce sera dans le lien de la vidéo. Si vous voulez télécharger, vous pourrez avoir cette merveilleuse image, toutes mes preuves, toutes les vidéos et tout ce que je suis en train de vous montrer là maintenant. C'est gratuit, c'est disponible. Et voilà, comme ça vous pouvez vraiment profiter et de mon film et de toutes mes découvertes. Alors j'ai seulement sélectionné les meilleurs et j'ai retouché l'image, mais sans changer vraiment trop la clarté, donc c'est assez brut. Ça c'est le chevreuil, d'après mon avis. Là c'était 2 traces vraiment très grosses, comme des pieds. Là c'était encore d'autres. Là on voit carrément en fait les orteils. Donc c'est littéralement un pied en fait. C'est très bizarre. Et ici on dirait un pied mais inversé. Avec l'orteil là. Donc en fait qui va dans l'autre sens. Donc c'est encore plus étrange. Je ne sais pas comment c'est possible. Là c'est au niveau de la plage. Des petites patounes. Ça doit être un renard ou des petits animaux trop mignons. Des chiens. Ça peut être n'importe quoi. Là c'est mon empreinte à moi. On voit la différence de taille. Donc c'est quand même... Elles sont mignonnes mais elles sont quand même assez prononcées. Ici, la qualité elle est un peu moins bonne parce que c'est pas une photo vraiment, c'est une capture d'écran. Et c'est pas quelque chose que j'ai trouvé sur le moment même. C'est que ici, on voit une sorte d'empreinte comme une patte, comme une patoune géante. Elle est littéralement par rapport au petit bébé là, c'est littéralement géant. Alors je sais pas si c'est un enfant qui a fait des trous ou si c'est un animal qui a creusé, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que si jamais cette empreinte-là vient d'un animal, ça doit être un animal énorme. Si c'est un loup-garou ou n'importe quoi d'autre, ça doit être un animal absolument titanesque. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux, ce n'est pas moi qui l'ai fait. J'avais même pas conscience que j'avais enregistré ça au niveau de la vidéo.
sur place, il y avait du soleil, je voyais pas trop bien. Comme on peut voir, l'image elle est un peu cramée. Mais c'est vraiment très intéressant. Donc pour moi, ça reste une preuve. Ça pourrait être une patte d'un animal ou je sais pas, quelque chose, c'est intéressant. Ici, là, c'est quand c'était la nuit. Donc le sol il est un petit peu humide avec la rosée et tout ça. Et la pluie. Ça doit être, je sais pas, on va dire un petit renard. Je sais pas vraiment si j'ai pris le temps d'expliquer. Mais en fait, l'arbre que vous voyez, il est proche d'une route. Et on va dire à 50 mètres, c'est un des endroits où j'ai trouvé les empreintes comme des pas, des très très grosses empreintes. Et c'est tout près aussi. Donc là, on est vraiment sur le champ. Et on est aussi à côté du champ avec les clôtures. Et comme des pommiers ou des arbres fruitiers ou je sais pas trop quoi. Donc c'était une zone qui était assez intéressante. Voilà, je vais filmer l'arbre. Mais ça allait être un rush à la con que j'allais forcément supprimer parce qu'il ne pouvait rien y avoir d'intéressant. Et puis en fait, à ma grande surprise, je ne peux pas l'affirmer, mais ce que j'ai eu affaire à un phénomène de loup-garou, ou en tout cas de quelque chose de vraiment particulier. C'était la toute première fois que ça m'arrivait. Là, on va voir la vidéo ensemble. J'espère que le son, ça corrobore un peu. Donc là, on voit très bien la voiture. On voit l'arbre qui bouge, hein, c'est pas une fausse vidéo. Et là, on voit une lumière, un œil, et on voit bien qui cligne un peu des yeux. Et aussi, ce que je trouve étrange, c'est les deux petites lumières là qui sont fixes. Je sais pas du tout c'est quoi. Il n'y a pas de lampe, il n'y a pas de maison dans cette zone-là, il n'y a pas de lampadaire, il n'y a rien du tout. Ça peut pas être des lucioles qui font du surplace. Ça aussi, c'est super étrange, tout autant que... Bon, un peu moins étrange quand même que l'œil du loup-garou, mais ça reste vraiment, vraiment particulier. On enchaîne avec cette vidéo-là, et là aussi, mais ça dure vraiment une fraction de seconde, hein. Vous allez voir. C'est même pas sûr que vous avez vu ça pendant mon film, en fait. Ça, c'est au niveau de la zone ici. Voilà. C'est quoi ça? Extrêmement rapide. On pourrait pas faire plus furtif en fait que ça. C'est pas possible. C'est tellement rapide. Même moi, pour faire la capture d'écran, honnêtement, j'ai un peu galéré. Tellement que c'est discret, quoi. Vous voyez, c'est là. Voilà. Ça dure une fraction de seconde. Et là, on voit très clairement les deux yeux rouges. Donc, ils devaient être relativement proches. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ces yeux, même dans la nuit noire, parce que là, on voit la lumière, mais c'est la nuit, quoi. Et pour que ça brille comme ça, c'est que... c'est particulier, quoi. C'est vraiment des yeux très très lumineux. Et ensuite, on a cette vidéo-là. Voilà. Hop. Là, c'était plus facile. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on voit vraiment la forme des yeux. C'est très très impressionnant. Et aussi, la différence de la taille des yeux. Là, ça indique qu'il est vraiment très proche. Je dirais que là, il doit être à 10-20 mètres. Et si on pourrait dessiner une tête, en termes de morphologie, je pense qu'on serait vraiment sur quelque chose de très très gros. C'est très impressionnant. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces scènes-là, j'ai aussi plus de rush, plus de vidéos, mais honnêtement, au niveau des vidéos, j'ai pas réussi à avoir des meilleurs extraits que ces deux-là, tout simplement parce que ça bougeait trop vite. Donc moi personnellement, j'ai vu ses yeux, j'ai vu la masse noire, j'ai vu beaucoup plus de détails, mais en vidéo, j'ai pas réussi à avoir mieux que ça. Donc, je suis déjà quand même content d'être toujours en vie et d'avoir ces
ces images exceptionnelles, avec une très belle qualité, avec l'effet soleil. Vous voyez, c'est très net. C'est vraiment une belle image. Et même si j'ai des petites lampes, ça a quand même su bien donner, quoi. Je suis quand même, à ce niveau-là, je suis content. J'ai eu beaucoup de chance, quoi. Ou de malchance, ça dépend. Là, c'est une capture d'écran. Voilà. La deuxième apparition. Vous voyez. Et ensuite, le troisième. On voit très clairement la forme des yeux. Là, c'est ce que je viens de faire, sauf que j'ai vraiment fait ça en tant que photo. Là, vous voyez la première apparition, vraiment avec le zoom au maximum sur la photo, sans changer la couleur. C'est vraiment la couleur telle qu'elle que j'ai captée. La deuxième apparition, la différence de lumière, je pense qu'elle s'explique, puisque là, j'étais vraiment dans une zone dégagée. Donc il y avait beaucoup plus de lumière avec la lune. Et ici, beaucoup moins de lumière puisqu'il était vraiment dans la forêt. Ce jour-là, c'était la pleine lune. Mais malgré tout, dans la forêt, ça reste beaucoup plus sombre. Pour moi, ce serait mon explication. Et après ici, la troisième, que je trouve vraiment incroyable, c'est qu'on voit vraiment... On est bien sûr un organisme vivant qui a des yeux qui sont pratiquement symétriques. On voit très bien les yeux un petit peu en noisette. C'est vraiment très clair, quoi. Je pense qu'on pourrait pas avoir mieux que ça. Et ici, là, c'est un peu mon essai pour reproduire sur Paint la forme des yeux pour bien vous montrer. Vous voyez ? Donc ça, c'est les yeux que moi j'ai fait, mais sur base des véritables yeux que ma caméra a capturés. Et là, la conclusion finale, la première apparition, la deuxième, la troisième, et puis moi avec GIMP, le programme pour retoucher les photos. J'ai essayé de faire une version simplifiée, mais pour vraiment qu'on voit, c'est vraiment quelque chose, quoi. On voit vraiment très clairement l'œil, puis après la pupille, la deuxième, enfin les paupières, on voit vraiment la forme. C'est une couleur très très belle, quoi. Et voilà, l'aventure est terminée. Mais sachez que le format que je viens d'inventer, de l'aventurier de l'extrême, reviendra avec des nouveaux épisodes. Je suis déjà en préparation de mon deuxième film dans lequel je vais chasser un véritable trésor qui est caché quelque part en France et qui jusqu'à présent n'a jamais été découvert. Dans ce film, vous avez découvert que le loup-garou existe. On était ensemble dans la forêt. C'était très intense. Il s'est passé beaucoup de choses. Je pourrais en parler pendant des heures, tellement que c'était intense. Mais voilà, je vais pas faire trop long. Ce film, je pense, il doit faire autour des 1h30. Donc j'ai déjà fait une conclusion de plus ou moins 20 minutes. C'était juste pour dire que l'aventurier de l'extrême, ce n'est pas encore fini. Ça va continuer. Aussi, je tenais à préciser que ce film, ça fait partie d'une production que j'ai décidé d'inventer. Et ça s'appelle très exactement Davy Crockett Production. Davy Crockett Production. Tout ce que j'ai filmé, c'était vrai, c'était authentique. Il n'y a pas de trucage, il n'y a pas d'effet sonore rajouté. C'est vraiment authentique. Mais le spectateur, vu le format assez particulier de l'aventurier de l'extrême, a le droit à sa propre réflexion, à croire que le loup-garou est réel et que tout ce qu'il a vu est vrai, ou à tout simplement prendre ça
pour étant un divertissement, mais dans lequel il y aura quand même appris des choses. Donc moi, de mon point de vue, je trouve que je suis gagnant sur les deux fronts, parce que voilà, j'espère que je vous ai fait passer un bon moment, une bonne soirée, qu'on a voyagé ensemble dans la forêt, de jour comme de nuit. Vous avez appris forcément des choses. Et vous avez vu, je suis tout seul, j'ai pas d'équipe technique avec moi. J'ai vraiment été le plus, je pense, transparent possible. Je pense qu'on ne pourrait pas faire mieux. Je vais bien sûr continuer à chasser le loup-garou en France et peut-être même dans d'autres pays, parce que comme Morgan Priest l'a bien rappelé dans le court extrait que j'ai mis, des loups-garous, il y en a partout en France, mais il y en a aussi aux quatre coins du monde. Pourquoi les loups-garous existent? C'est comme ça, ça fait partie des mystères de la vie, tout comme pourquoi les coccinelles existent. C'est des animaux qui existent, des insectes. Il y en a des millions encore non répertoriés, c'est comme ça, c'est un fait, c'est une vérité absolue. On ne peut pas nier qu'il existe encore des millions d'espèces non répertoriées. C'est vraiment une vérité absolue. Alors, pourquoi pas le loup-garou? Vous étiez sur l'aventurier de l'extrême. Davy Crockett Production. Some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. Davy Crockett Production.